Alors, aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'une ville fascinante, Quimper. On va voir comment une cité médiévale, fortifiée, a pu se transformer en une ville moderne, ouverte. C'est une histoire de pouvoir, de crise, mais aussi de renaissance, portée par la religion et le commerce. Allez, c'est parti. Le truc avec Quimper, au Moyen-Âge, c'est que ce n'est pas vraiment une seule ville. Faut plutôt l'imaginer comme un terrain de jeu pour deux pouvoirs qui se font face. D'un côté des remparts, on a l'évêque qui contrôle la vie religieuse, la justice. De l'autre côté de la rivière, le duc, avec sa puissance militaire, son commerce. Deux mondes qui se regardent en chien de faïence. Et quand on dit que l'évêque avait le pouvoir, c'était total. C'était pas juste une question de justice ou d'impôt, non. Son contrôle allait jusque dans le quotidien des gens. Il possédait ce qu'on appelait les fourbaneaux et le moulin. En gros, même pour faire son pain, il fallait passer par l'église et payer. C'était un contrôle absolu. Mais voilà, juste en face, à quelques pas de l'autre côté de l'eau, il y avait un autre monde, la terre au duc. C'était un peu une ville miroir, avec sa propre prison, ses propres tribunaux. C'était le cœur du pouvoir militaire et commercial. Une manière pour le duc de rappeler constamment à l'évêque « Attention, je suis là et je ne suis pas ton vassal ». Bon, cet équilibre, on s'en doute, il était super fragile. Et il n'a pas tenu. Une série de catastrophes va s'abattre sur la ville, et paradoxalement, c'est au milieu de ce chaos qu'elle va trouver le moyen de se réinventer. Le XIVe siècle, pour Quimper, c'est une véritable hécatombe. D'abord, la guerre de succession de Bretagne éclate, et la ville se retrouve en plein milieu. Elle est assiégée, prise, pillée. Et alors qu'on pense avoir touché le fond, un ennemi encore plus terrible débarque, la peste noire. Elle va décimer une population qui était déjà à genoux. Pour se rendre compte de la violence du truc, il faut lire ce que disait l'historien Albert le Grand. Il parle de remparts, le symbole même de la sécurité, éventrés en 6 endroits. Le bilan humain aurait été de plus de 1400 morts. La ville n'était plus juste assiégée, elle était brisée en morceaux. Et comme si ça ne suffisait pas, hop, 2 siècles plus tard, rebelote. Les guerres de religion remettent le feu aux poudres. Encore une fois, les remparts sont touchés, le palais de l'évêque, les faubourgs du duc, tout est de nouveau abîmé, brûlé. La ville en sort exsangue, encore une fois. C'est fou, mais c'est souvent des pires catastrophes que naissent les plus grands changements. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Au milieu des ruines, l'Église catholique va lancer une offensive de construction massive. Elle va littéralement redessiner la ville à son image. Et concrètement, ça donne quoi ? Eh bien une vraie frénésie de construction. Les capucins, les ursulines, les jésuites, des ordres religieux débarquent en masse, et chacun y va de son couvent, de son école, de son église. La foi n'est plus seulement une idée, elle devient de la pierre, elle occupe l'espace. Et cette occupation, elle est énorme, 45 hectares. Ça peut paraître abstrait comme ça, mais c'est gigantesque. C'est l'immense superficie que ces nouvelles institutions religieuses vont occuper. Le pouvoir de l'Église n'est plus seulement dans les esprits, il est désormais gravé dans le paysage de Quimper. Et parmi tous ces chantiers, il y en a un qui est peut-être plus important que les autres, le collège des Jésuites. Parce que là, l'Église ne construit pas seulement des murs, elle façonne les esprits. Pendant 140 ans, c'est là que toute l'élite de la ville va être formée. Une stratégie d'influence à très long terme. Ok, donc on a l'Église qui reconstruit. Mais attention, elle n'est pas toute seule sur le terrain. Une autre force est en train de monter en puissance. Plus discrète au début, mais tout aussi ambitieuse. La bourgeoisie, les marchands. L'histoire de la faïencerie des Bousquet, c'est l'exemple parfait. Ça commence avec un homme, Jean-Baptiste, un simple potier venu de Provence. Une génération plus tard, son fils, Pierre, est à la tête d'une usine qui emploie 80 personnes. C'est une vraie success story, avant l'heure, qui montre la naissance d'un capitalisme local. Et c'est là que tout bascule. Le pouvoir change de nature. Ce qui compte, ce n'est plus seulement d'avoir un titre de noblesse ou une charge à l'église. Non, c'est d'avoir de l'argent, de réussir dans le commerce. Une nouvelle élite de marchands et de fonctionnaires royaux commence à prendre les commandes. Donc, on a ces deux nouveaux géants, l'Église et la bourgeoisie. Comment vont-ils marquer la ville de leur empreinte ? Eh bien, ils vont s'attaquer à un symbole. Le symbole de l'ancien monde, les remparts. Ces murs qui avaient protégé la ville pendant des siècles, tout d'un coup, au XVIIIe siècle, ils deviennent une gêne, un boulet. Ils empêchent la ville de s'étendre, ils freinent le commerce. Les gens construisent carrément dessus, sans autorisation, et personne ne dit rien. Le symbole de la Quimper féodale n'est plus qu'une ruine encombrante. Et quand on fait venir un expert, l'ingénieur André, en 1764, son diagnostic est brutal. Il dit que les murs sont dans un état pitoyable. Le message est clair, la vieille forteresse médiévale étouffe la ville. Il faut passer à autre chose. Et vous savez ce qui va vraiment accélérer les choses ? Un malheur.
comme souvent. En 1762, un gigantesque incendie ravage la rue Quéréon, le cœur commerçant. C'est une catastrophe, mais ça va aussi être une opportunité en or. Au lieu de reconstruire à l'identique, on décide de tout repenser. On va élargir la rue, imposer des façades en pierre, c'est la naissance de l'urbanisme à Quimper. Cet incendie, ça a été le déclic. À partir de là, tout s'enchaîne. On perce de nouvelles rues, on construit des ponts, on agrandit le port pour le commerce, on assèche des marécages pour créer des places publiques. La ville, qui était enfermée, commence enfin à respirer, à s'ouvrir sur le monde. Donc, si on fait le bilan, la transformation est totale. On est passé d'une Quimper médiévale, repliée sur elle-même, obsédée par sa défense et sa rivalité entre deux seigneurs, à une Quimper moderne, un pôle commercial en pleine expansion, dessiné par les ambitions de l'Église et des bourgeois. Au fond, ce que cette histoire nous raconte, c'est que l'architecture d'une ville, ce n'est jamais neutre. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque place raconte une histoire de pouvoir, de vision du monde. Et ça pose une question intéressante. La prochaine fois qu'on se balade dans une ville, n'importe laquelle, ça vaut le coup de lever la tête et de se demander « Tiens, quelle histoire de pouvoir, de foi et d'ambition est écrite sur ces murs ?»